Merci Marion. On va peut-être demander à Francis, qui a dû être interpellé à plusieurs reprises sur les zones à protection forte. La CNDP continue bien évidemment ses travaux dans ce domaine. Quelle est la recommandation en quelque sorte du rapport sur les zones à protection forte? Oui, dans le rapport, on a principalement fait état auprès des services de l'État de ce qui s'est manifesté partout, définir précisément ce qu'est une zone de protection forte par rapport aux zones Natura 2000, par rapport aux aires marines protégées en général, et également, pendant qu'on y est, aux parcs marins. Donc, en fait, le public n'a pas bien saisi ce qu'était cette nouvelle appellation, qui est moyennement nouvelle quand même. Alors, on n'a pas eu de réponse de cela. On est allé évidemment regarder ce qui se passait au niveau de l'Europe pour savoir ce que ça voulait dire. Et là, ça a rajouté une couche d'incompréhension supplémentaire. Donc, dans les questions posées, donc à l'issue du rapport, petite parenthèse, il y a des questions posées aux porteurs de projets et des recommandations qui portent principalement sur la façon de conduire le débat public, c'est-à-dire la relation avec les publics. Donc dans les questions, il y a des questions qui portent sur ceci. Dites-nous ce qu'est une zone de protection forte, ce qui veut dire concrètement qu'est-ce qu'on a le droit de faire dedans ou pas. Et évidemment, à ce stade, on n'a pas obtenu de réponse claire de la part des services de l'État, mais s'il y a des représentants des services de l'État ici, bon, si on a vu un petit peu de Normandie, mais le CEREMA peut-être peut aussi dire des choses. Pour l'instant, on attend précisément, dans quelques jours, dans la réponse des services de l'État, peut-être une cartographie de la mer, mais surtout la réponse à ces questions qui portent sur de la connaissance, pour le coup. Donc là, pour l'instant, pour moi, c'est brumeux, et ça a été brumeux pour tous les publics. Voilà. D'accord, mais pour le moment, il y a quand même une cartographie, une proposition de cartographie de zones à protection forte. Alors, ce que les services de l'État ont mis sous le nez des publics, ce sont des zones un petit peu larges au sein desquelles on pourrait placer ces foutus pourcentages. Genre, pourquoi je dis ces foutus pourcentages? Parce que, bon, on n'est quand même pas des idiots. Est-ce qu'on peut assurer le bon état écologique de l'écosystème marin à coup de pourcentage? Surtout quand le pourcentage, c'est 1 ou 2 ou 3. Donc les gens ne sont pas tombés dans le panneau. Effectivement, ils ont défini de vastes zones qui, pour eux, doivent faire l'objet d'une protection, alors forte, moyennement forte, pas forte, enfin, toutes les catégories sont possibles. Voilà. Et donc, la cartographie proposée par les services de l'État, en attendant la réponse définitive des services de l'État, elle est en ligne sur le site La Mer en débat du CNDP. Vous pouvez les consulter. Mais encore une fois, ce ne sont pas les zones de protection forte, ce sont des zones au sein desquelles on pourra. Je vous rappelle que c'est la même chose pour les éoliennes. Ce sont de vastes zones au sein desquelles, petit à petit jusqu'en 2050, on essaiera de planter des parcs éoliens. Donc chaque fois, ces zones sont plus larges que ce qu'on trouvera à l'arrivée. Voilà, donc je suis désolé, je n'ai pas de réponse, je n'ai que des questions. De toute façon, en général, c'est comme ça que ça finit. Peut-être vous vouliez réagir avant de passer peut-être au... Oui, je veux bien. Au secours. Ça marche ou pas? Je ne sais pas ce qu'il en est pour cette zone ou ces zones de protection forte, mais au-delà des zonages, au regard de ce qui a pu se passer jusqu'à présent sur les AMP ou sur les réseaux Natura 2000, etc., c'est pas nécessairement Enfin, c'est pas uniquement le zonage, le nœud du problème, c'est en gros qu'est-ce qu'on met dans ces zones-là, c'est-à-dire au-delà de l'inscription sur le papier, qui va faire quoi, avec quels moyens, qui les gère avec quelles contraintes Oui, on a quand même un certain nombre d'AMP qui sont AMP principalement sur le papier et pas tellement plus. Simplement, sur le plan pratique, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis dans 3 zones Natura 2000, je fais partie du COPIL, de COP, COPIL, etc. Et j'ai la chance surtout d'aller en mer voir ce qui se passe, aussi bien dessus que dessous. Or, les zones Natura 2000 actuellement ne font l'objet d'aucune protection, aussi bien au niveau des habitats que de la ressource pêchée, aussi bien par les amateurs que les pêcheurs professionnels.
C'est comme ça que ça se passe. Et avec des pratiques que vous ne pourriez pas imaginer. Un chalut à rouleau, vous savez ce que c'est? Ben, ça passe sur les zones de roches et de laminaires et ça prend tout ce qu'il y a dans les trous qui sort, les homards, les barres, etc. etc. C'est n'importe quoi. Mais c'est dans les statistiques. Il n'empêche que certaines zones, en particulier Natura 2000, sont niveau qualité, et en France il y a à peu près 10% des écosystèmes marins qui sont à peu près de bonne qualité, et il y en a qui sont de bonne qualité mais il n'y a plus rien. Pour la raison suivante, c'est que le poisson, on le prend de moins en moins là-dessus, on le prend depuis 40 ans sur les zones de frayère. Donc la protection forte pour moi, ça devrait être d'abord les zones de frayère qui sont bien identifiées par Ifremer, on sait à quelle période, etc. Et sur 3-4 mois, ça pourrait être des zones de protection forte. Par ailleurs, il est évident que les habitats remarquables, le merle, les austères, nous, chez nous, hein, ou les laminaires hyperboréales, devraient être aussi des zones de protection forte. Mais je ne vois pas autrement comment on peut faire. D'accord. Alors, on va lancer la question de Yves-Marie Paulet pour la CNDP. Au-delà de la CNDP, ma question est de savoir comment et qui, régionalement, nationalement, plus localement éventuellement, qui prend le lead sur la mise en place de cette concertation pour des ZPF. Donc, qui prend le lead sur la définition des zones à protection forte? Ou qui va le prendre, Francis? On ne sait pas. Laurent, il y a une idée? Donc l'État va répondre. Parle dans 2 jours, mais juste en 3 secondes peut-être. Par rapport au plan de gestion durable, attention à ne pas confondre plan de gestion par rapport à la ressource, qu'on voit juste comme une question de ressources halieutiques, et plan de, ou compatibilité avec les impacts sur le milieu marin, c'est-à-dire tout le reste de la biodiversité qui n'est pas une ressource. Donc oui, ce qui est réglementé, en fait, c'est souvent par rapport à des ressources, etc. Sur les aires marines protégées, oui, j'ai ciblé sur les 10%, mais on a évidemment cette question sur les 30%, et à titre personnel, nous ne sommes pas plus idiots et nous en sommes bien conscients. On aborde toujours, en fait, par des catégories juridiques. On dit zone Natura 2000, mais en fait, il n'y a jamais de zonage dans Natura 2000. Ça oblige juste à faire des évaluations des incidences. C'est la seule capacité à réguler de Natura 2000. Et pour la pêche, ça renvoie à un exercice particulier, parce qu'on a dit on ne peut pas soumettre chaque bateau à une évaluation des incidences comme on soumet chaque industriel, chaque parc éolien, etc. Donc c'est des subtilités juridiques. Les ZPF, elles existent à travers un décret, c'est-à-dire que c'est un décret. Voilà. Donc c'est de la sombre littérature, etc. Juridique, très, très importante, mais on n'a que ça aujourd'hui, et c'est pas de l'écologie, et ça fait pas forcément sens. Ça, c'est évident. Et quant à savoir comment c'est interprété au sein même des services de l'État, il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur que veut dire le décret et certains qui contestent, etc. etc. Donc voilà, on en est là. Et pour la question qui va prendre le lead sur les ZPF, alors d'une part, on attend une application, une circulaire d'application de ce fameux décret où on n'est pas d'accord. Deuxièmement, on peut quand même comprendre que à partir du moment où c'est des espaces maritimes, c'est le préfet maritime qui va rester compétent au moins pour la planification, ça il n'y a pas de débat là-dessus. Vraisemblablement pour la protection de l'environnement marin, même si certains... voilà. Mais normalement, sur un espace maritime, c'est le préfet maritime qui est compétent pour l'environnement marin. Donc ça veut dire que c'est lui qui va diriger la manœuvre. Et donc les 3 préfets maritimes pour la métropole définiront chacun à quel service ils confient, jusqu'où en fait ils délèguent et quelle mission ils délèguent. Est-ce que c'est tout planifié? Est-ce que c'est je planifie mais vous me faites telle et telle, toi tu me fais celle-là, toi tu me fais celle-là, toi tu me fais celle-là? C'est comme ça que ça va se passer, logiquement. D'accord. Yves, tu n'as pas une question à poser sur les AMCE? Ah. Et après, c'est l'industrialisation. Bien sûr, j'en profite. Il y a, à mon avis, un travail. On parle tous, et tout le monde, et l'État, beaucoup de protection forte, effectivement. Très bien. Hier, lors des discussions qu'on a eues, on a parlé aussi de la biodiversité ordinaire. Ne l'oublions pas. On est dans un milieu qui est totalement interconnecté. Moi, je vais dans les différents pays, tout le monde s'accorde pour dire les 30%,
en 2030, avec uniquement des aires marines protégées, on n'y arrivera jamais. Au niveau mondial, déjà, vous faites la moyenne, on en est extrêmement loin. On ne le fera pas en 2030. Et donc, il ne s'agit pas de l'objectif en lui-même, mais il s'agit effectivement d'être sérieux par rapport à la protection de l'océan, dans sa globalité et dans ses particularités au niveau des mers régionales et au niveau local. Et cela, on le fera qu'à partir du moment, et ça concerne énormément le secteur privé, parce qu'il y a dans la cible 11 de Aichi, Convention sur la biodiversité, ces 30%, ils contiennent, autrefois c'était 10%, ces 30% contiennent non seulement des AMP, des aires marines protégées, mais autres mesures de conservation environnementale. Qu'est-ce qu'on en fait? Les États, aujourd'hui, s'en moquent, les AMCE. Il n'y a aucune déclaration auprès de la Convention de la biodiversité dans le répertoire international en matière d'AMCE. Très très peu de pays déclarent. Or, c'est bien un accord entre les États qui concerne ces 30% de protection. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment porter l'effort sur ces AMCE. Comment ça fonctionne? Il y a eu un travail énorme. Je ne sais pas si Raphaëla est encore. Non, elle n'est pas là. Elle est partie. Bon, parce que le travail qui a été fait sur les AMCE a été fait beaucoup par les IUCN. Il y a des guides qui sont extrêmement intéressants, très précis. Il y a tout un processus. Il y a des analyses qui sont faites partout dans le monde sur comment ça se passe. Et effectivement, c'est un processus qui engage beaucoup les communautés littorales. Beaucoup. Ça n'est pas une décision qui est prise uniquement par l'État ou par un office en responsabilité d'eux, mais c'est véritablement une affaire. Et il y a un pays, notamment, je voudrais le citer en exemple, qui est champion dans le domaine, ce sont les Philippines. Pourquoi les Philippines? Parce que les communautés littorales, les communautés de pêcheurs, les villages, etc., alors évidemment, le droit leur permet de le faire, instituent des aires marines protégées avec les pêcheurs, enfin des aires marines protégées, pardon, des AMCE avec les pêcheurs, là dans des zones qui bordent les villages. AMCE, est-ce que vous pouvez nous redire ce que c'est? Autre mesure de conservation environnementale, qui est bien effectivement dans la Convention sur la biodiversité, en accord entre tous les États, et qui est reconnue aux côtés des AMP comme telle. Ok, discutons des protections fortes, mais discutons aussi, aujourd'hui, je tiens à dire, par rapport à la pêche, par exemple, est-ce que dans les aires marines protégées, les cantonnements de pêche sont pris en compte? Absolument pas, pas du tout. Il n'y a aucune prise en compte, et pourtant, c'est bien un secteur privé, la pêche en l'occurrence, qui prend des mesures pour protéger par rapport à sa ressource, mais quand même, ça a une implication par rapport à la protection de la biodiversité. Comme quand une organisation internationale, comme l'Organisation mondiale maritime, institue ses propres aires protégées, c'est aussi des aires protégées, mais sur des très grandes, dans les mers régionales, sur des très grandes échelles. Autre chose aussi, tu le sais Jean-Claude, il y a eu un travail des ateliers régionaux dans le monde entier sous l'égide de la Convention sur la biodiversité, qui donc ce qu'on a appelé, a défini, ce ne sont pas des aires marines protégées, mais a défini, on rejoint un peu les SNIEF, l'esprit des SNIEF, des zones écologiquement et biologiquement remarquables, les fameuses EPSA en anglais. Et ça, dans le monde entier, ici, pour l'Atlantique Nord-Est, dans le cas de OSPAR, Convention régionale de l'Atlantique Nord-Est, entre les pays, y compris la France, on a ce qu'on appelle ces EPSA, c'est-à-dire on a reconnu, non pas des aires marines protégées, mais des zones écologiquement et biologiquement significatives, qui demandent à être protégées. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. J'espère que le traité, à l'heure actuelle, qui a enfin été sur la haute mer, qui nous intéresse dans les zones économiques exclusives. Ce n'est pas uniquement l'affaire des eaux internationales. Ce traité sur la haute mer va permettre normalement d'instituer justement des aires marines protégées d'une manière ou d'une autre. Donc il va falloir ensuite, j'espère que ça aura une conséquence
sur la considération des pays de leur propre protection dans leur zone économique exclusive. C'est un tout. Et on le disait hier, encore une fois, agir local, mais penser global. Sinon, on ne s'en sortira pas. Merci Yves. Oui, juste une question, enfin une remarque, une petite question par rapport au Québec, parce que l'idée c'est aussi de questionner nos complémentarités, aussi nos différences. En 2021, le Québec a fait de la rivière Magpie, lui a donné un statut juridique visant à la protéger, notamment contre de potentiels nouveaux barrages hydroélectriques. Lors du débat public, la mer en débat, ce sujet a été rapidement abordé, notamment autour de l'estuaire de la Gironde, lors d'un débat public qui a lieu à Bordeaux. Et j'aurais voulu savoir peut-être s'il y a des acteurs québécois, s'ils peuvent nous éclairer sur ce statut juridique de la rivière Magpie, et si ce statut bloque intégralement le développement de projets énergétiques. Alors, avant de parler peut-être du prochain sujet, je vous renvoie aux travaux en ce moment de Camille de Toledo qui travaille sur les droits de la nature et les droits de la Loire et qui est en train de développer vraiment tout un travail de droit pour instituer une identité légale à ces entités qui puissent attaquer en justice les gens, qu'elles puissent se défendre par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Et il les base sur les droits du travail, ce qui est assez intéressant à suivre. Par quel bout faire rentrer dans le droit ces entités naturelles, et la piste que suit Camille Toledo par le travail de la nature est vraiment assez intéressante pour notre juridiction européenne et française. Et en complément, il y a un Parlement de la Loire qui a fonctionné. Oui. Bah, c'est la suite, exactement. Oui. Alors, pardon Catherine. Et après on passe à l'industrialisation. Oui, parce qu'il va rester à peu près 10 minutes. Je voudrais juste dire qu'il y a un pays qui a déjà fait ça, qui est paradoxal, quand je vais vous dire le nom, qui est le Guatemala. Au Guatemala, la nature a des droits déjà défendables devant un tribunal. Et d'autre part, par rapport à la question qui a été posée avant, à propos de l'UICN, dont il se trouve que je fais vaguement partie, le congrès de la nature, le congrès mondial de l'UICN aura lieu à la fin de l'automne, enfin un peu avant la fin de l'automne, c'est-à-dire en fait en octobre prochain. Et la partie UICN France fait tout un mémoire spécial sur les mesures destinées à définir des zones protégées effectivement efficaces et sur la base d'accompagner la nature et de ne pas la transformer non plus en lui collant des zones fermées. Et que c'est plutôt agir avec les rythmes de la nature pour la respecter plutôt que de lui faire des périmètres. Et ça, c'est juste ce que je voulais souligner par rapport au débat. Merci Catherine. Est-ce que c'est une question qui peut rentrer dans la table ronde industrialisation, réindustrialisation? Ah, voilà, c'est comme ça qu'il faut la poser. Donc moi, c'est par rapport, il y en a beaucoup qui m'ont entendu parler des algues aujourd'hui, et je sais qu'on cherche à devenir un peu plus industriel d'ailleurs, mais on cherche beaucoup de zones aussi, de zones qui vont faire l'espace, vont en quelque sorte être réservées pour cultiver des algues, mais qui, on l'espère aussi, vont pouvoir régénérer un petit peu plus la ressource, notamment par exemple si à la place de mettre des corps morts, on imagine des récifs artificiaux artificiels, pardon. Encore une fois, je me suis trompé. Mais voilà, donc moi, ma question, c'était par rapport justement à la DREAL ou au gouvernement, des idées un petit peu comme ça, qui peuvent paraître un peu loufoques. C'est-à-dire que maintenant, on va essayer de rendre un peu plus attractives ces zones qui ont été détestées jusqu'à présent, parce que c'est vrai que, comme vous l'avez mentionné, ces zones, il y en a beaucoup qui considèrent ça comme pas forcément utile ou qui n'ont pas fait leurs preuves, alors qu'on en demande de plus en plus. Est-ce qu'on peut imaginer, dans un avenir, que des zones où on cultive des algues, dans des aires marines protégées, donc qui seront protégées par le fait qu'il y ait une activité économique dessus, peut-être industrielle,